La définition d'un problème de mécanique. L'objectif de ce module, très court, est d'apprendre à définir un problème de mécanique des solides pour ensuite le solutionner par la méthode des éléments finis. Cette étape pourra peut-être vous paraître simple ou peut-être sans équivoque, mais en fait, elle présente plusieurs particularités que nous allons illustrer par un exemple. Donc, quels sont les ingrédients essentiels pour définir un problème de mécanique des solides? La première chose, c'est d'être en mesure de définir la géométrie du problème en tout point de la structure. Autrement, si la géométrie est inconnue à certains points, il sera impossible de solutionner. Le deuxième élément est de définir les propriétés mécaniques ou les lois de comportement des matériaux, et ce, en tout point de la structure. Finalement, le troisième élément essentiel pour la définition d'un problème de mécanique des solides est l'imposition de déplacement. Sans déplacement imposé, la structure peut se retrouver n'importe où dans l'espace et être en équilibre. Finalement, le dernier élément, qui est optionnel, c'est la définition de force et de pression sur la structure. Cela peut peut-être vous paraître surprenant parce que jusqu'à maintenant, dans vos cours de résistance des matériaux, vous aviez une poutre qui était appuyée, encastrée simple, sur laquelle on appliquait une force ou des moments. En éléments finis ou de manière générale, on n'a pas besoin de chargement pour avoir un problème sur une structure. En effet, on peut imposer des déplacements à différents endroits et quand même générer des contraintes à l'intérieur de la structure. Donc, un élément ici qui est peut-être nouveau pour vous. Donc, si on regarde l'image qui est sur l'écran, on constate que les déplacements et les chargements sont appliqués par l'extérieur et sont la donnée du problème ou la définition du problème. Ce que l'on cherche comme inconnu, ce sont les réactions aux appuis, qu'on appellera aussi les réactions aux déplacements imposés qui sont des forces inconnues, les déplacements où le chargement est imposé, ainsi que les forces, déplacements, contraintes et déformations dans tout le domaine de la structure étudiée. Une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas appliquer à la fois une force et un déplacement au même point dans une même direction donnée. Par exemple, pour le cas d'un ressort, si on applique une force sur un ressort, il en résulte un déplacement. Le déplacement va dépendre de la constante du ressort. De manière complètement analogue, si on applique un déplacement sur un ressort, il va en résulter une force qui, elle aussi, va être déterminée par la constante du ressort. On ne peut pas à la fois imposer une force et un déplacement à un ressort sans en changer la constante élastique pour s'assurer qu'il y ait concordance entre la force et le déplacement imposé sur cette dernière. Donc, en un point donné, dans une direction donnée, très important, si on impose à la fois une force et un déplacement, ça revient à changer la donnée du problème ou à changer le matériau pour qu'il y ait concordance entre la force et le déplacement imposé. Donc, une nouvelle notion aussi très importante, il n'est pas possible dans une direction donnée, par exemple en X, d'imposer à un endroit donné sur la structure à la fois une force et un déplacement. Par convention, lorsqu'aucune force n'est dessinée à un endroit où on sait qu'il n'y a aucun déplacement imposé par l'extérieur, on fera l'hypothèse que la force y est nulle. Donc, dans le problème de cette figure, on aura les données suivantes. On aura un déplacement imposé en un point qui, lui, a une composante en X et une composante en Y. On aura deux déplacements nuls aux appuis, donc des composantes en X et Y fixées à 0, donc nul. Une force distribuée, W, sur une portion delta oméga de la structure. Cette force ou pression a une composante dans la direction des X uniquement et aucune composante dans la direction Y. Et une force nulle partout ailleurs sur la structure. Donc en tout point de la structure où je n'ai pas de force ou de déplacement imposé, la force est nulle. Chose très importante, dans chaque problème d'éléments finis, dans tout le cours, il faut absolument se dessiner un système d'axes dans lequel on définira la structure et les conditions rives, donc qui sont les forces et déplacements, qui sont imposés par l'extérieur. Pour le moment, ce système d'axes, on va l'appeler le système d'axes global, donc c'est la référence dans laquelle on définit tout notre problème. Il est important de noter que les conditions rives du problème sont exprimées
en composantes élémentaires dans le système d'axes, ici pour l'instant, qu'on va appeler le système d'axes global. Par exemple, si le déplacement U était parallèle à X, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune composante en Y, on aurait, à ce point d'application, une composante UX égale à alpha, alpha étant la norme de ce vecteur. Et à ce même point, puisqu'il n'y aurait aucune composante de déplacement imposée dans la direction des X, la force en Y en ce point serait nulle. Illustrons ou approfondissons ces concepts par deux exemples qui pourraient paraître a priori relativement simples, mais qui contiennent certaines particularités. Je vous invite à prendre des notes en même temps que moi, ça va vous aider à assimiler la matière et aussi à vous poser des questions à la mesure que nous avançons dans l'exercice. Donc, considérons dans un premier cas, encore une fois, un problème très simple, ici où j'aurai ce que j'appelle un cadre à barreaux droits, ou pour reprendre la terminologie de votre cours de statique, des membrures à deux forces. Donc, chacun des éléments ici est constitué de membrures à deux forces. Donc, je vais appeler ce problème le cadre à barreaux droits. À barreaux droits. Donc, on a ici trois barreaux droits dans ce problème-là. Ces barreaux droits sont attachés ensemble à des points que je vais appeler pour le moment des nœuds. Donc, 1.1, 1.2 et 1.3. Donc, on a ici défini la géométrie du problème. Pour les besoins de la cause, on n'a pas besoin de parler de matériaux maintenant, puisqu'on va s'intéresser à la définition des conditions rives. Sur ce cadre à barreaux droits-là, j'aurai un appui simple ici, qui fait en sorte que je n'ai pas de déplacement possible. J'aurai au nœud numéro 3, une glissière, donc qui me permet un déplacement horizontal, mais qui ne me permet pas de déplacement vertical. Et au point numéro 2, je vais dessiner ici une force. Ici une force que j'appelle F et que je dois, pour bien la définir, absolument me définir un système d'axes. Donc je mets un axe X ici, un axe Y là. Et la force que j'impose ici, je vais la nommer F2 pour dire que c'est la force imposée au nœud 2 dans la direction Y. Et pour les besoins de cet exercice, je lui donne une grandeur de 1. Et la question qu'on peut se poser ici est la suivante. Quelles sont les conditions rives de ce problème? Donc, nous allons y aller de façon méthodique, nœud par nœud et direction par direction. Donc, si on s'intéresse au nœud numéro 1, on aura qu'au nœud numéro 1, on a un appui simple. Donc, on va dire qu'un déplacement est noté par U. Je m'intéresse au nœud numéro 1 dans la direction des X et ce déplacement est nul puisque j'ai un appui simple à cet endroit. Pareillement, donc le déplacement au nœud 1 dans la direction Y est aussi égal à 0, car à cet endroit, j'ai un déplacement nul imposé par mon appui simple dans la direction des Y. Maintenant, intéressons-nous au nœud numéro 2. Au nœud numéro 2, je n'ai aucun déplacement imposé. Donc, à cet endroit, je n'aurai aucun déplacement. Au nœud numéro 2, on sait que la force dans la direction des Y est égale ici à 1. Qu'en est-il de la force dans la direction des X? Donc, F2X. Comme sur mon dessin, je n'ai dessiné aucun vecteur force et que dans la direction des X, je n'ai aucun déplacement imposé au nœud numéro 2, je conclus ici qu'au nœud 2, dans la direction des X, la force est nulle. Maintenant, si je m'intéresse au nœud numéro 3, j'ai une glissière donc, qui interdit les déplacements en Y. Donc, au nœud numéro 3, j'aurai U3Y qui est égal à 0. Et maintenant, au nœud 3, on peut se demander qu'en est-il du déplacement ou de la force dans la direction des X. Notre glissière permet un déplacement dans la direction des X sans force associée. En effet,
ma structure au nœud numéro 3 peut se déplacer dans la direction des X sans que l'appui n'exerce une force sur ce dernier. Donc, au nœud numéro 3, on n'impose aucun déplacement dans la direction des X. On impose un déplacement nul dans la direction des Y, mais on n'impose aucun déplacement dans la direction des X. Comme on n'impose aucun déplacement dans la direction des X et qu'aucune force n'est destinée à cet endroit, on dira ici que F3, donc la force au nœud 3, dans la direction X, est nulle. Considérons maintenant un autre exemple de cadre à barreau droit où nous avons des conditions rives ou un chargement qui sont un petit peu différents. Donc, définissons mon cadre à barreau droit. Donc, mes 3 barreaux, qu'on appellera pour le moment éléments de barreau. J'aurai un nœud numéro 1 à cet endroit, un nœud numéro 2 ici, un nœud numéro 3 ici. Au nœud numéro 1, j'aurai un appui simple. Au nœud numéro 2, j'aurai encore une glissière. Et là, la particularité, c'est qu'au nœud numéro 3, je vais imposer un déplacement U3Y qui est égal à 3. Et évidemment, pour compléter mon schéma, je dois me faire mon système d'axes. Donc ici, je fais le choix de mettre l'axe des X dans cette direction. Ici, et l'axe des Y dans cette direction-là. Et encore une fois, on se pose la question, quelles sont les conditions rives donc notées par CR de ce problème? Donc, allons-y comme on l'a fait pour l'exercice précédent. Donc, au nœud numéro 1 dans la direction des X, on aura un déplacement nul. Au nœud numéro 1 dans la direction des Y, on a aussi un déplacement nul puisqu'on a un appui simple à cet endroit. Au nœud numéro 2, donc au nœud numéro 2 dans la direction des Y, on a aussi un déplacement nul parce qu'on a ici une glissière qui interdit le déplacement en Y. Et comme on avait tout à l'heure, on aura une force au nœud numéro 2 dans la direction des X qui est nulle, parce qu'il n'y a rien qui s'oppose au déplacement dans la direction des X. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe au nœud numéro 3. Au nœud numéro 3, on a imposé un déplacement U3Y qui ici a la grandeur de 3. Mais qu'en est-il de ce qui se passe dans la direction X? Avons-nous un déplacement imposé en X ou avons-nous une force imposée en X? Tel que dessiné sur la figure, j'ai écrit U3Y égale 3. Donc, on sait qu'à cet endroit-là, on a imposé une composante de déplacement dans la direction des Y qui vaut 3. On n'a pas imposé de composante de déplacement dans la direction des X. On n'a donné aucune mention de la grandeur du déplacement dans la direction des X au nœud 3. Donc, au nœud 3, le déplacement en X est libre. C'est-à-dire que quand on solutionnera le problème, la structure va avoir un déplacement en Y de 3 et aura un déplacement en X qui est pour l'instant inconnu, qui sera la solution de ce problème. Donc, comme on n'impose pas de déplacement en X au nœud 3 et qu'on n'a aucun vecteur force de dessiner dans la direction des X au nœud 3, on dira ici que la force au nœud 3 dans la direction des X est nulle. Je vous invite donc à réfléchir à ces deux exercices et à les refaire par vous-même pour être bien certain de maîtriser toutes les particularités de ces derniers.